Soyez toutes et tous bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour réconcilier les humains avec le vivant. Soyez toutes et tous bienvenus dans cette série dédiée aux lauriers de la régénération, développée avec l'association Nous sommes vivants. Les lauriers de la régénération, c'est un dispositif qui vise à mettre en lumière les initiatives pionnières en matière de pratiques régénératives. Au fil de ces interviews, vous allez voir que passer de la prédation du vivant à sa régénération, ça existe déjà, ça marche, c'est rentable et pérenne, et c'est bourré d'innovation et d'effets collatéraux à impact positif. Dans toutes les organisations, associations, entreprises, organisations publiques, ce qui rentre dans la comptabilité, c'est ce qui compte, et c'est ce qu'on compte. Je me souviens qu'en découvrant le contrôle de gestion pendant mes études, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est toute une structuration, une représentation qui sert de norme, qu'on nous montre comme une évidence, que personne autour de moi remet en cause, mais on pourrait faire tout à fait autrement. Et le monde serait sans doute vraiment différent si on procédait différemment. C'est resté dans un coin de ma tête, et puis j'ai vu que jusqu'ici, ça changeait pas tellement. Et puis, j'ai rencontré Florent Corot. Dans cet épisode, Florent nous explique non seulement d'où vient cette norme, mais surtout comment on peut faire autrement, en créant une comptabilité socio-environnementale. Une comptabilité qui tient compte des parties prenantes. Alors, même si vous êtes allergique à la finance, à la comptabilité, ou que vous connaissez rien, ou que ça vous fait peur, vraiment, écoutez cet épisode, vous allez voir, c'est très simple, il est extrêmement pédagogue, et ça va vous donner plein de clés. Et aussi beaucoup d'espoir sur un mouvement qui est en marche, avec des dirigeants d'entreprise qui ont envie d'assurer la pérennité dans leur entreprise, qui ont envie de léguer de belles choses à leurs enfants et leurs petits-enfants, qui ont envie de construire un monde robuste. Alors allez-y, vraiment, ça vous fera du bien. Chère auditrice, chers auditeurs, cet épisode et ce podcast Entre là sont pour toi. Très très bonne écoute, Entre là. Bonjour Florent, merci beaucoup d'être avec moi, avec nous pour le podcast Entre là, pour le laurier de la régénération aujourd'hui. Bonjour Gaëlle. On parle de comptabilité et d'une comptabilité qui tient compte des parties prenantes. C'est une forme de comptabilité qui est bigrement intéressante. Est-ce que juste avant qu'on se lance dedans, tu veux te présenter pour qu'on fasse tous connaissance ? D'accord. Merci. Bonjour Gaëlle, je suis très heureux de passer ce moment avec toi. Et oui, je suis Florent Corot. Moi, j'ai une carrière managériale après une école de commerce. J'ai vraiment fait du management d'entreprise avant de me convertir un peu à la transition, de me rendre compte que notre trajectoire de l'humanité dans le monde vivant n'était pas viable. Et donc, je me suis formé à la climatologie, à la biodiversité. Puis après, j'ai cherché ma voie dans la transition pendant plusieurs années. Et puis, je l'ai trouvé avec ce thème de la comptabilité socio-environnementale. Et donc, j'ai repris une société à une personne qui s'appelle Dorothée Broways et qui avait créé la société Tech for Life il y a 8 ans, je crois. Et j'ai commencé à travailler avec elle il y a 3 ans et je lui ai repris la société il y a 2 ans et demi. Et on continue maintenant à faire des études et à faire de la formation et puis à faire de l'accompagnement d'entreprise autour de ces thèmes de la comptabilité socio-environnementale. C'est chouette qu'on puisse parler de ça ensemble parce que la plupart des gens ne savent pas d'où vient la comptabilité. Ne savent pas qu'au fond, on a décidé qu'il y a des choses qui comptaient et des choses qui ne comptaient pas. Et on aurait pu faire autrement. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu l'histoire pour qu'elle soit un peu accessible à tous sans faire un grand cours ? Je sais que c'est aussi des formations qui existent, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu d'où vient ce modèle qu'on a pris et puis peut-être pourquoi on l'a pris et puis à quoi on arrive aujourd'hui et où est-ce que ça nous mène ? Ça va faire une grande explication. Ça fait une grande question, mais que je trouve tout à fait excellente et j'aime beaucoup la manière dont tu questionnes la représentation de la comptabilité. La comptabilité, c'est un langage, c'est une représentation, une illustration. Et de quoi ? Qu'est-ce qu'on illustre ? Eh bien, on illustre le capital dans une comptabilité de type capitaliste. Et ce qui est capital, c'est la tête, c'est ce qui est important en fait. Donc la comptabilité, il y en a de toutes sortes et qui sont depuis très longtemps. Je donne des cours. Hier, je donnais un cours
à l'ESCP et je remontais à l'Aurignacien, tu vois, c'est-à-dire il y a 30 000 ans. Eh bien, déjà, des hommes préhistoriques gravaient sur des bouts d'os des entailles. Ils savaient pas du tout compter, ils savaient pas écrire, hein, puisqu'on écrit à 8 000 ans. Eh bien, ils gravaient des choses. On sait pas tellement si c'est des lunes qui passaient pendant l'hiver jusqu'au printemps, ou bien si c'était des tableaux de chasse avec des sangliers, mais même sans savoir compter, sans savoir écrire, il se disait, je veux marquer le coup. En fait, il se passe quelque chose. Et cette notation, c'est un peu ce que tu vois dans les bureaux de vote quand on fait le dépouillement. Tu sais, on fait 1, 2, 3, un carré, puis après on barre l'intérieur du carré, ça fait 5. Et ben, ce comptage-là, il est proprement préhistorique et c'est un fondement humain que de compter des choses qui sont importantes. Quand on est en démocratie, une voix c'est importante, on met une petite barre. Quand on est un homme préhistorique, un sanglier c'est important, on met une petite barre. Donc depuis toujours on compte. Alors après, c'est peut-être au néolithique, il y a 10 000 ans à peu près, quand on s'est fixé et qu'on est devenu agriculteur et éleveur, ce qui a quand même été un tournant de la place de l'homme dans l'humanité, parce qu'il est devenu un peu dominateur des cultures et de l'élevage, et il a un peu repoussé tout le reste, le sauvage est venu quelque chose qu'on repoussait. Et bien à ce moment-là, on s'est mis à penser en stock et en flux, c'est-à-dire que si je te confiais 25 chèvres pour aller dans la montagne pendant 3 mois, quand tu revenais, on allait quand même faire un peu les comptes en disant que tu en avais perdu 3 dans la montagne, que le loup en avait mangé 2, mais que tu avais eu 10 agnelages et donc finalement tu revenais avec un troupeau qui appartenait au village, qui était plus grand que celui avec lequel tu étais parti. Ça, c'est de la comptabilité, c'est il y a 10 000 ans. Et donc après, il y a les Grecs qui ont normé ça, le code d'Hammurabi, c'est déjà avant, c'est en Mésopotamie. Donc l'Antiquité, on va dire, fait de l'abstraction autour de la comptabilité, mais la vraie comptabilité qu'on connaît aujourd'hui, financière, on peut la dater à peu près du XVe siècle, avec Pacioli, qui est quelqu'un qui crée la partie double. Je vais pas forcément expliquer ce que c'est, mais c'est un système imparable où toute écriture a une contrepartie. On peut pas faire d'erreur, en fait, dans la partie double. C'est remarquablement robuste. Et ça amène à l'étymologie du terme de comptabilité, qui date du Moyen-Âge, 12e, 13e siècle. C'est comme putare, la comptabilité, c'est-à-dire avec, comme dans un compère. Et putare, c'est putatif, c'est la valeur qu'on se représente, justement, ce que tu as dit dans la question. Et c'est donc c'est penser avec. La comptabilité, c'est penser avec. Penser avec les gens à qui on doit de l'argent, penser avec les fournisseurs. Et donc, la comptabilité pose tout de suite un lien. Un lien, c'est vraiment important. C'est pas une activité obscure d'un comptable au fond d'un sous-sol. C'est une activité qui est en lien avec des parties prenantes. La question, c'est lesquelles. On a voulu depuis pas si longtemps que ça, depuis une 50aine d'années, se réduire exclusivement à la partie prenante de l'actionnaire. Et dans l'école de commerce que j'ai fréquentée il y a quelques décennies, on m'a appris une certaine économie qui est ce qu'on peut appeler l'économie néolibérale. C'est l'économie de Friedman ou de l'école de Chicago, qui dit que la seule vocation d'une entreprise est de créer de la valeur pour ses actionnaires. C'est tout. Et cette économie-là, j'y ai travaillé pendant une 30aine d'années et après, je me suis dit que j'avais plus envie d'y travailler parce que je pensais que les parties prenantes, les gens avec qui on pensait en entreprise, il n'y avait pas que l'actionnaire. Il y avait aussi la société, puis aussi les capitaux naturels qu'on a longtemps cru être immenses, illimités, et en fait dont on connaît aujourd'hui les limites. Donc on est obligé de penser avec ces ressources qui sont limitées. On peut pas en faire abstraction, comme si on aurait toujours tout ce qu'il fallait pour tout le monde. C'est pas la vérité scientifique d'aujourd'hui. Je comprends, alors c'est une interprétation, mais ce que j'interprète un peu en t'écoutant, c'est que cette comptabilité néolibérale, elle a favorisé la domination et la prédation du monde qui a lieu aujourd'hui. Donc si elle change, elle peut aussi favoriser d'autres comportements ? Absolument, absolument. Alors, elle est pas venue toute seule du chapeau. Elle date dans mes cours, je fais remonter ça au XVIIe, XVIIIe siècle. Et donc, il y a par exemple la conception de la propriété de John Locke qui dit que quand je trouve des pommes dans la forêt, si elles appartiennent à personne et que je les travaille, c'est-à-dire je les prends, je les porte sur mon dos, je les ramène chez moi, elles sont à moi. Et ça, c'est la logique d'appropriation particulière qui a construit le modèle libéral et qui a construit toute l'épopée de la colonisation et de la prédation de le monde s'est fait de je trouve des nodules sur le fond de l'océan, si personne les a pris, je les prends, ils sont à moi.
et à moi le faire. Et finalement, je ne vais jamais payer la valeur de la ressource naturelle que je prends. Quand tu prends de l'essence dans ta voiture, tu ne payes pas l'essence, tu ne payes que les coûts d'extraction de ton essence. Et donc, la logique de s'approprier les choses, elle date du 17e, 18e particulièrement. Et il y a un système économique qui s'est construit avec une économie qui n'avait de compte à rendre ni à la société, ni à l'environnement naturel, que à l'actionnaire. Et ça, c'est graduellement qu'on est arrivé à cette dépendance exclusive de l'actionnaire. Donc, je prends souvent comme exemple la fable des abeilles de Mandeville, qui montre bien la manière dont l'économie se désolidarise de la société. Et Mandeville nous explique que ce sont les vices de chacun qui construisent le bien commun du point de vue économique. Et donc, on n'a pas à chercher à ce que chacun ait une bonne conduite pour que l'économie soit bonne. Ça, c'est pas vrai. Il dit qu'il faut laisser chacun aller vers ses vices et que à ce moment-là, l'économie va fonctionner et on va s'enrichir tous. Ça, c'est une idée qui me semble contestable aujourd'hui. Et en tout cas, il faudrait intégrer dans ce chacun, il faudrait intégrer aussi autre chose, les autres, c'est ça. Et donc je me disais en attendant ta venue, Gaël, je me disais que de même qu'en Europe, nous, on a pensé à être un peu des nations parmi les nations, tu vois, parce qu'on s'est fait beaucoup de guerres, on s'est beaucoup détruit, on s'est rendu compte quand on déconnait un peu, il y avait des coalitions qui se faisaient contre nous, tu vois, je pense à Napoléon, on a détruit beaucoup de choses, et de même, un citoyen, toi t'es citoyenne française, moi aussi, eh bien on se dit qu'on est citoyen parmi les citoyens, que notre liberté s'arrête où est celle des autres. Eh bien, moi je rêve un peu d'un jour où on se penserait un peu vivant parmi les vivants, c'est-à-dire qu'on aurait aussi cette relation où l'homme, dans son cadre naturel, n'est pas tout seul avec des ressources à sa disposition, mais parmi un certain nombre d'êtres vivants qui ont chacun une forme de dignité et qu'on doit pouvoir respecter pour ce qu'ils sont. En fait. Et bien donc ça veut dire qu'on doit changer la comptabilité pour rendre des comptes, pas seulement à l'actionnaire sur les capitaux financiers, mais aussi à la nature, sur ce qu'on a fait à la nature, et puis à la société, sur ce qu'on a fait à la société. Ça, c'est une idée qui a commencé à émerger avec les rapports extra-financiers. Oui. Si tu veux un moment précis, je te dirais 2017, je crois, le rapport de Cambourg, un gros rapport qui montre que la comptabilité est aveugle. Elle est aveugle, elle rate des tas de choses qui sont super importantes. Je peux prendre deux exemples qui sont de moi, je crois pas que ce soit dans le rapport de Cambourg. Si une société a un taux de burn-out incroyable, mettons 25% des gens chaque année partent en burn-out, c'est terrible, c'est pas la société où tout le monde a envie de travailler. Qu'est-ce qui va se passer en comptabilité ? Il va se passer rien du tout, en fait, parce que les personnes vont aller à l'hôpital, vont être payées par la Sécu, et puis en fait, je vais recruter quelqu'un d'autre, et puis c'est parti, donc ma payroll. Je vais pas dire que l'entreprise n'aura pas de problème, donc elle va se taper des prud'hommes, elle va se taper l'inspection du travail, donc il y a un dispositif législatif qui va venir essayer de corriger cette entreprise qui est toxique. Mais comptablement, il se passe rien. Ok, je vais te prendre un autre exemple plus positif. C'est une société qui voudrait donner du bénévolat, du temps de bénévolat à ses salariés sur leur temps de travail. Donc le vendredi après-midi, si vous voulez, je vous donne 5 assos et vous allez donner du temps. Cette société, on est d'accord pour dire qu'elle va créer de la valeur sociale puisqu'il y a des gens qui vont donner du temps à des œuvres. Donc on pense qu'on crée de la valeur. Qu'est-ce qui se passe en comptabilité ? Rien. Rien du tout. Et donc, l'extra-financier, donc si tu veux, on peut dire que c'est l'Europe qui est assez motrice dans le monde de l'extra-financier. Et si tu veux une date, on peut dire que à la fin des années 2010, le rapport de Cambourg en particulier a montré des points aveugles de la comptabilité qui n'étaient tournés que vers la valeur actionnariale, parce que c'est vrai que quand je donne du bénévolat à mes salariés, je crée pas particulièrement de valeur actionnariale. J'augmente pas mes ventes. Je baisse pas mes coûts, donc pour l'actionnaire, a priori, ça change rien. Mais c'est pour la société que ça change. Et c'est là qu'on voit les parties prenantes dont on parlait tout à l'heure. Et donc, le rapport de Cambourg et ensuite tout l'appareil européen qui a abouti à la CSRD, voilà. Eh bien, cet appareil-là, il pose aux entreprises l'ambition de ne pas vivre que pour enrichir leurs actionnaires, mais pour vivre aussi pour contribuer à la société et contribuer à la nature, plutôt que de les piller pour générer du profit. Voilà un peu l'équilibre que nous propose l'Union européenne aujourd'hui. C'est un très chouette projet. Et comment ça se passe concrètement? Donc, est-ce que tu vois à la fois avec les sociétés que tu accompagnes dans la mise en œuvre
de ces pratiques? Est-ce que ça traîne? Est-ce qu'il y a envie qu'ils s'en emparent? Comment ça se passe avec les actionnaires? Alors c'est surtout des pionniers, hein, c'est surtout des pionniers. Je vois des cas particuliers où c'est des personnes qui ont très envie de le faire mais qui n'ont pas forcément tout le pouvoir dans l'entreprise. Mais ça c'est relativement rare, hein. Mais quand je donne des cours, par exemple, j'ai souvent des élèves qui sont dans cette situation-là, hein. Mais je vois surtout pour les choses qui changent, hein. Tu me parlais des gens que j'accompagnais, donc les entreprises qui s'y mettent vraiment. Je vois surtout des dirigeants qui ont pivoté un peu, hein, voilà, qui ont pris la mesure de ça et qui se sont dit que leur entreprise, ils voulaient qu'elle crée de la valeur, pas seulement pour les actionnaires, mais aussi pour la nature et la société. Ou pour le dire autrement, qui ne veulent pas créer de valeur pour l'actionnaire si c'est au détriment de la nature, si c'est vraiment une forme de pillage, hein. Donc je peux donner un exemple, je pense qu'il ne m'en voudra pas, de la société EasyCash, hein, qui nous a récemment demandé de faire une consultation entre différentes méthodes de comptabilité socio-environnementale pour voir laquelle leur convenait mieux compte tenu de leur culture, hein. Et c'est une société qui a pris des décisions importantes comme de renoncer à vendre des produits neufs qui ont une empreinte carbone énorme. Ils faisaient déjà presque tout leur chiffre d'affaires en produits d'occasion, mais ils avaient un petit peu de produits neufs. Et bien sûr, les catégories les plus délétères pour l'environnement, ils ont décidé de renoncer à la vente, hein. Et donc, voilà typiquement une décision qui va améliorer une comptabilité socio-environnementale. Tu vas voir tout de suite le résultat dans ta comptabilité si tu prends une décision de ce type-là, et tu vas pouvoir le justifier finalement, ce que tu fais. Et voilà, donc là, ça c'est un exemple. Donc je dirais que mon rôle dans ma société aujourd'hui, c'est de repérer les pionniers de la comptabilité socio-environnementale, ceux qui veulent se jeter à l'eau, même si la réforme comptable, parce que c'est un métier réglementé, elle n'est pas encore là. Mon pari, c'est que d'ici 5 à 10 ans, j'espère qu'elle va venir. Mais je suis shifter aussi, on travaille un petit peu à faire de la pression sur ces sujets-là. Voilà, il y a beaucoup de lobbying, on en parlait récemment, et donc ça va devenir obligatoire, mais d'ici là, eh bien moi je favorise vraiment l'exemplarité de pionniers qui se jetteraient à l'eau. Donc je voudrais les repérer, les mettre ensemble, en faire un corps qui se parle et qui arrive à avancer ensemble, à unir leurs forces, et puis petit à petit à communiquer sur ce qu'ils font pour que on ait un effet d'entraînement et qu'on ait une forme de bascule. Un bel exemple, c'est la Convention des entreprises pour le climat, hein, qui est aussi partenaire des Lauriers et qui a tout à fait cette mobilisation des dirigeants vers de la bascule et qui s'intéresse évidemment aux comptabilités socio-environnementales. Et les entreprises qui foncent pas, les pionniers, c'est plutôt des entreprises familiales où il n'y a pas de fonds derrière Alors là, excuse-moi, je ne serais pas tout à fait d'accord pour dire que les boîtes familiales sont pas forcément du type fonceur. Je dirais même le contraire. J'ai eu une fois 3 membres du comité de direction d'une grande maison de luxe, vraiment une grande, tu connais sûrement, mais là je tairai leur nom, qui sont venus à ma formation et qui sont très désireux de basculer. Pour l'instant, une entreprise familiale, hein, qui fait presque 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et cette boîte-là, eh bien, pour l'instant, on va dire que le dirigeant familial d'un certain âge, je crois qu'il a 70 ans, il n'est pas très sensible à ces questions, mais la relève, qui est quelqu'un de très jeune, hein, une trentaine d'années, eh bien, lui est très sensible à ça. Pourquoi? Parce que quand tu fais une comptabilité de ce type-là, tu regardes vraiment les générations futures, en fait. On peut argumenter que pendant longtemps, la comptabilité a été en coût historique. Là, je vais m'adresser plutôt aux comptables parmi les auditeurs, mais c'était du coût historique. Ensuite, on a eu, au début des années 2000, on est passé d'une comptabilité de type anglo-saxonne en valeur présente, en fair value. C'est-à-dire que quand tu avais acheté un immeuble, tu allais le réévaluer pour le mettre à peu près à sa valeur de marché. Comme ça, si tu le vendais, il n'y aurait pas des énormes plus ou des moins. Mais ça a créé une espèce de tyrannie du présent. C'est que on a les mouvements du marché qui jouent sur les mouvements de la valeur d'une entreprise. Et donc, il y a eu des effets délétères à la comptabilité du présent. Et par rapport à la comptabilité du passé, eh bien, ce qu'on cherche à faire là, aujourd'hui, c'est la comptabilité de l'avenir. C'est-à-dire que si jamais on tient compte des capitaux naturels, eh bien, on va sans doute préserver les conditions d'habitabilité pour les générations futures et on se préoccupe réellement des générations futures. Eh ben, je peux te dire qu'un patron d'entreprise familiale, il est très sensible à ça. J'ai vu aussi des entreprises qui avaient des produits qui n'allaient pas fonctionner dans 20 ans. Ils s'en souciaient énormément. Alors que s'ils étaient sous un fonds d'investissement qui allait revendre dans 5 ans, ils s'occuperaient de vider ce qu'il y a dans les tiroirs pour générer de la valeur à court terme. Donc pour moi, les entreprises... Justement, Ouais. Ah, alors excuse-moi. Ça me semblait plus simple
En tout cas, l'un dirigeant d'entreprise qui est actionnaire de ton entreprise. Voilà. Il n'a pas de fonds derrière, il a les mains libres. Alors, pardon, j'ai mal compris la question que tu posais. Oui, donc je crois, pour résumer, que les entreprises familiales sont naturellement orientées vers une vision de long terme, avec une notion de prudence. Les travaux qui avaient été faits là-dessus, sur effectivement ces entreprises qui sont plus pérennes, parce qu'on cherche plus la rentabilité, la pérennité que la rentabilité. Voilà, absolument, la robustesse plutôt que la performance, pour prendre d'autres termes. Et donc, ces entreprises-là sont tout à fait à même d'embrasser. J'ai demain une ETI familiale un call avec une ETI familiale qui s'intéresse à ça, d'embrasser une comptabilité qui va poser un équilibre plus difficile à trouver. Hein. Je ne dis pas que c'est plus facile. Hein. C'est plus difficile de trouver l'équilibre entre les formes de capitaux, mais plus pérenne. On n'est pas dans la maximisation d'un seul indicateur de performance qui, je cite Olivier Hamon, selon la loi de Goodhart, va mener des effets pervers. En fait, quand tu dis à quelqu'un il faut que tu cours le 100 mètres en moins de 10 secondes, et c'est le seul truc que je te demande, les gens vont finir par se doper, par faire des trucs terribles pour passer sous les 10 secondes et sous les 9,90 et tout. Donc la performance unique, le culte de la performance a toujours des effets délétères. Et bien là, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas une performance, mais il y en a plusieurs et qu'il y a un équilibre à trouver. Et en soutenabilité forte, on va même dire qu'on peut pas du tout faire baisser un des capitaux pour faire monter un des autres. Hein. C'est vraiment, ils doivent tous être protégés au même titre. Et bien ça, cette exigence-là, elle est pour moi gage de robustesse. Et la robustesse, ça intéresse les PME et les entreprises familiales, même grandes. Et puis ça veut dire aussi être capable d'appréhender la complexité, parce que comme tu le disais, ce qu'on voit dans beaucoup d'entreprises, c'est 2-3 KPI, parce que c'est simple. Et en fait, ce que tu proposes, c'est de revenir à une complexité qui n'est pas forcément compliquée, mais en tout cas qu'il faut quand même embrasser pour pouvoir faire quelque chose d'intelligent. Qui est lisible. En fait, la comptabilité a une vertu extraordinaire. Je précise que je suis pas né dedans. Hein. Moi, j'aimais pas du tout la compta quand j'étais petit, mais c'est vraiment dans la recherche de ma place dans le monde de la transition que j'ai embrassé à nouveau cette cause. Mais oui, la comptabilité a une vertu de synthèse. En fait, ce qui s'est passé dans une boîte pendant un an, mais c'est incroyable. Elle a fait un nombre de factures incroyable. Elle a payé des coûts, elle a payé des gens. C'est dingue. Elle a sorti des produits. Et ben tout ça, tu vas le retrouver dans un compte de résultat. Alors c'est selon certaines conventions. Hein, on l'a dit tout à l'heure. Il y a un côté, on a choisi de représenter les choses comme ça comptablement. Mais il n'empêche que tu as en un tableau ce qui s'est passé. Voilà. Et que tu peux analyser, qui te raconte l'histoire. Comptabiliser et raconter, c'est la même racine, hein, c'est le même mot comme Poutare dont tu disais tout à l'heure. Et donc, oui, il y a une synthèse dans un environnement complexe, parce que si jamais je suis patronne RSE d'un groupe et que je passe au tableau en comité de direction en disant que l'année est pas mal parce qu'on a baissé de 100 tonnes de CO2 équivalent, mais en même temps, bon, on a augmenté notre consommation d'eau de 30 000 hectolitres, mais on a baissé les réchauffements à partir de nos centrales de 0,3 degrés Celsius, et puis on a baissé de 50 tonnes les déchets industriels. Qu'est-ce que t'en fais de ce que je viens de te dire? Je t'ai perdu, en fait. Tu sais pas si ça a été une bonne année ou pas, parce que je t'ai parlé de choses complètement hétéroclites, sans te donner qui sont pas reliées entre elles. Et c'est normal, parce que, ben voilà. Et donc, si une boîte fait des camions et des livres, eh bien, c'est pas relié entre eux. Mais il n'empêche que dans un compte de résultats, on va te dire que d'un point de vue financier, on a vendu 3 millions d'euros de camions et 1 million d'euros de livres. Et là, tu vas lire l'histoire sous un prisme. Hein, il y a toujours un prisme. Mais justement, la comptabilité multicapitaux, c'est d'avoir 3 prismes. Celui de l'actionnaire, celui des ressources naturelles et celui de la société. Donc, les ressources naturelles, c'est la nature, tous les êtres vivants, les sols. Oui. Absolument, la qualité des sols, hein, on peut parfaitement imaginer. Je travaille avec une entrepreneuse qui travaille sur les qualités des sols. Essayer de mettre ça dans son bilan, en fait. Hein. Il y a une recommandation, je crois que c'est Maxime de Rostolan qui soutient cette recommandation, qu'à une terre agricole soit attaché un diagnostic comme le diagnostic énergétique d'un bâtiment, ABCDEF. Et si jamais la personne fait ce que j'ai entendu dire en Normandie le mois dernier, c'est-à-dire c'est ma retraite dans 4 ans, j'arrête d'amender mes sols parce que de toute façon c'est bon, hein, je vais pas m'embêter avec mon tracteur et tout à faire des apports sur mon sol. De toute façon, je vais continuer à produire et puis après je vends ma terre et c'est bon. Mais cette pratique-là, je suis désolé, ça sera pas possible si jamais on fait un rapport de ce type-là qui montrera si ton activité d'agriculteur pendant les 27 ans où tu as eu ton sol
à aggrader ou à dégrader la qualité du sol. D'accord? Tu l'as acheté à C et tu le vends à B, eh ben bravo. Eh ben si on fait ça, la valeur de ton sol va monter. Et donc les euros dont on parlait tout à l'heure vont refléter une augmentation de qualité, pas tellement vis-à-vis de l'actionnaire, quoique ça va finir par l'intéresser au bout du compte, mais au début, c'est juste vis-à-vis du sol en fait. Donc oui, une qualité de sol peut être quelque chose qu'on va valoriser, et c'est là qu'on peut faire un lien avec le régénératif. C'est que le régénératif, la posture avec laquelle je suis fondamentalement d'accord, c'est que nous ne nous sortirons pas de notre ornière en faisant simplement de la réduction et de la sobriété. Je dis pas qu'il faut pas réduire, certainement pas mon propos, mais je dis que ça n'est pas suffisant. Il faut également trouver les moyens de régénérer, et donc il n'y a pas que des moins. Il y a aussi des plus. Et la comptabilité, je pense que tu as déjà vu des états comptables, il y a des moins et des plus. Et donc, il y a tout à fait moyen. Je peux prendre l'exemple d'une société qui s'appelle Fleur d'ici, qu'on a accompagné un moment, et qui fait des fleurs locales et de saison. Et donc, son but est de contrer un mouvement qui est que 90% des emplois français de la fleur coupée ont été détruits, parce que on a arrêté cette industrie. C'est les Hollandais qui ont tout fait à partir de fleurs fabriquées au Kenya ou en Colombie, et donc c'est des fleurs qui ont un bilan climatique terrible. En fait, quand tu achètes un bouquet de 25 roses, c'est comme si tu prenais un aller-retour Paris-Londres en avion. Parce qu'elles sont venues en avion, les roses, elles ont été coupées 10 jours avant et elles sont venues en avion. Et donc, l'entreprise qui veut faire ça, non seulement elle va économiser les tonnes de carbone de l'avion, mais également, en faisant des fleurs en France, elle va favoriser la pollinisation. Et donc, c'est ce type de service de type régénératif qu'on va pouvoir essayer d'intégrer dans une comptabilité socio-environnementale. Oui, puis c'est important de valoriser parce qu'on sait bien que tout ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur, comme oui. l'emploi gratuit. Mais oui, c'est ça. Et quand tu parles de, juste pour que ce soit clair pour nos éditrices et auditeurs, la troisième partie de la comptabilité qui est la comptabilité sociétale, oui. Là c'est l'impact sur le tissu social, sur les personnes, sur oui. l'inclusion, etc. Oui, tout à fait. Alors il y a une dimension interne avec ce que tu pratiques en interne, en termes d'égalité des salaires, hommes-femmes par exemple, et puis toutes sortes c'est par exemple les burn-out, les accidents du travail, tu peux les quantifier, même si la Sécu elle paye parce que la personne va à l'hôpital, mais là on va te dire excusez-moi monsieur, mais vous avez eu un burn-out, il y a quand même une personne qui s'est abîmée. Alors il y a évidemment la question difficile de l'imputation du burn-out, donc on va quand même avoir une forme de définition d'une règle. Il y a toujours un peu des gens qui partent en burn-out dans une société, mais s'il y a le cas de 25% dont je te parlais tout à l'heure, là il y a un problème. Et ce problème-là, on va le mettre dans le compte de résultat social de la personne. Voilà. Inversement, des actions de formation qui contribuent à l'employabilité des personnes, vous enrichissez le capital social, et donc à ce moment-là, on crée une
forme de valeur, en fait. Hein. Donc oui. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a qui pousse les entreprises à mettre en place ce genre de comptabilité, etc. Qu'est-ce qui les pousse et puis qu'est-ce qui les retient? Moi, je dirais d'abord, ce qui les pousse, c'est une vision à long terme. Les gens que je connais qui ont vraiment, qui ont vraiment une grande détermination à faire, c'est mon premier facteur. Je vais venir à la réglementation, mais les gens que je connais qui sont les plus engagés là-dedans, ils se disent je veux travailler ma pérennité, je veux être là dans 80 ans, voilà, je veux que mes arrière-petits-enfants aient la boîte que je leur ai transmise et qu'ils soient heureux de l'avoir. Donc ça c'est la première chose. Il y en a qui veulent le faire aussi pour se mettre à l'équerre avec les attentes de la société. Hein, quand ils arrivent plus à recruter les gens, on leur dit mais qu'est-ce que vous faites pour l'environnement? Alors j'ai fait 2-3 trucs, clac, et c'est difficile d'expliquer ça. Hein, c'est une question vraiment difficile. Il y a beaucoup d'entreprises qui font des tas d'actions, mais qui soit n'osent pas le dire, soit les disent peut-être maladroitement et tout. Et donc ça c'est une autre raison, j'ai envie de dire, c'est de réduire la tension qu'il peut y avoir entre des associations écologistes qui m'embêtent tous les mois parce que je rejette des trucs dans la rivière et je voudrais restaurer une forme de lien. Penser avec eux, et puis la société de l'autre. Donc, je dirais qu'une forme d'alignement, c'est une des motivations. Et puis la troisième, je vais effectivement prendre le cadre réglementaire avec cette pression européenne. Alors, elle a des hauts et des bas. Tu sais que la CSRD était vraiment la concrétisation de l'ambition européenne de redéfinir le rôle des entreprises, hein, tel que la loi Pacte le faisait en France déjà. Hein. Mais là, on avançait vraiment d'un grand pas. Et bien, ce grand pas, on a fait un petit pas en arrière. Donc, on va dire que c'est un moyen pas. Et que la marche va reprendre, hein, la marche s'arrête pas, hein, mais on va dire qu'il y a peut-être une temporisation compte tenu de la charge qui est demandée, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Mais si tu veux, le côté réglementaire, moi je le vois comme la voiture balai. Je vois de l'exemplarité devant, c'est les gens qui courent devant et qui donnent envie, hein, et ça la CEC est une très belle illustration de ça, je trouve. Et puis ensuite il y a un peloton qui est les hésitants, et puis après il y a les derniers qui veulent vraiment pas changer du tout. Et pour moi la loi elle vient faire la voiture balai pour comme des brebis dans un troupeau qui serait à l'arrière, si tu veux, le chien de berger va leur dire allez, tu rejoins le groupe. Hein. C'est là que je vois la place du réglementaire. Il est très bien, mais c'est pas ce qui tire la locomotive de mon point de vue. Oui, souvent le réglementaire, il arrive quand la société est prête. Donc effectivement, c'est quand tout se travaille. Bah là est toute la question, Gaël. C'est vraiment toute la question. Et les gens que je connais, ils ont envie de se mettre prêts à ce que si demain il y a une norme comptable, eh bien, je suis capable de sortir les chiffres. Je peux donner un exemple que je connais assez bien, c'est Kering, le groupe Kering, qui a mis en place une comptabilité. Alors elle a ses limites, on peut la critiquer de plein de manières, c'est-à-dire que elle veut seulement réduire l'empreinte par sac à main, mais elle veut toujours vendre plein de sacs à main. Elle n'a pas de bilan, elle n'a qu'un compte de résultat, donc il y a plein de critiques à faire. Mais globalement, ils se sont posé la question tout le long de la chaîne de valeur des impacts sur la planète de leurs activités, d'accord, et de l'activité des fournisseurs et de l'activité des fournisseurs des fournisseurs. Et en faisant ça, ils ont construit des données depuis plus de 10 ans. Ils ont commencé avec Puma, puis ensuite d'autres, tout le groupe maintenant, tout le groupe Kering est sous ce régime. Et quand la CSRD est arrivée, ils avaient déjà toutes les données. En fait, ils arrivent à produire le reporting qui est attendu d'eux et à montrer dans quelle mesure ils baissent leur intensité carbone. Alors c'est compliqué parce que leur chiffre d'affaires augmente, mais le carbone par sac diminue, donc il faut regarder l'un dans l'autre où est-ce qu'on en est. Hein. Et l'un dans l'autre, ça augmente quand même. Donc c'est là qu'il y a quand même une critique qu'on peut faire sur ce modèle-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se sont préparés. Et pour moi, si dans 8 ans, il y a une norme comptable qui tombe, il y a des gens qui seront prêts à ça. Et ils vont la sortir, cette compta, et ils vont continuer comme d'hab, et des gens qui seront pas prêts à ça, et eux, ça va leur faire mal, parce qu'ils vont se rendre compte de leur perte. Et donc, si tu veux un exemple simple, une boîte qui ferait 15 millions d'euros de chiffre de profit, par exemple, hein, eh bien, elle fait, par exemple, 40 millions de pertes écologiques et, admettons, 2 millions de profits sociaux. D'accord? Eh bien, la boîte qui ne fait rien, elle connaît que les 15. Le reste, elle est à l'aveugle, hein, elle a quelques idées, mais c'est tout. Eh bien, la boîte qui se prépare, elle va d'abord être surprise des moins 40 parce qu'elle pensait pas que ça serait aussi dur. Hein. Tous les gens qui l'ont mis en place me disent, ouh la vache, en faisant l'état des lieux, je me suis rendu compte de l'ampleur de mes impacts sur la nature qui était plus grand que ce que j'imaginais, mais elle se met en posture de remonter la pente, et c'est ça la comptabilité depuis des siècles maintenant, c'est que on mesure les choses quand elles arrivent, ensuite on fait le point à la fin de l'année, et on regarde comment améliorer notre méthode. Et donc, la comptabilité a une
capacité d'auto-perfectionnement qui est redoutable et qui aboutit à des comptabilités extrêmement puissantes comme celle des semi-conducteurs, par exemple, où si le silicone monte ou baisse, toute la chaîne de tout jusqu'aux produits électroniques qu'on utilise maintenant va être ajustée quasiment en temps réel. C'est-à-dire que il y a une mécanique très huilée, très efficace de prise en compte de ce qui se passe, qui s'est faite siècle après siècle. Eh bien, les premiers qui commencent, ils vont mettre cette mécanique en route et ils vont être capables d'affiner leur compréhension de ce en quoi ils sont redevables vis-à-vis de la planète et de la société au même titre que vis-à-vis des actionnaires. Tu vois, ils vont affiner chaque année. Et donc, s'il arrive la loi, ils seront prêts. Alors que ceux qui seront pas prêts, ça risque de faire un petit peu plus mal parce qu'ils vont avoir des mauvaises surprises. On a la conviction de la certitude là, mais est-ce que malgré Trump, etc., toi, tu as l'espoir et la conviction que ça va quand même continuer à s'amplifier, ce phénomène de matérialité, de mise en place de CSRD, de comptabilité, qui affronte des parties prenantes, de laisser place aux débats, etc. Oui, Gaël, heureusement que tu es venu me voir aujourd'hui et pas il y a 2 mois parce que j'étais un peu au fond de mes souliers. Ça va mieux. Il y a quand même eu un énorme revers. Un truc qui m'a fait très mal, c'est la couverture du journal The Economist qui a dit The Revolution Against Red Tape, la révolution contre la bureaucratie. Et devine ce qu'il y avait dans la bureaucratie, c'était de savoir ce que nous les hommes faisons à la nature. Ils voyaient ça comme de la bureaucratie. Je me suis dit, mais c'est pas possible de penser comme ça. Ils voulaient une liberté sans contrainte. Tu vois, ils étaient pas vivants parmi les vivants, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Et donc, ça m'a vraiment mis par terre. On a eu un énorme marche arrière. En Europe, il y a eu plein de lobbies en Allemagne, des lobbies en France aussi, qui ont voulu freiner ces développements. Aujourd'hui, je suis assez convaincu que les chiens à bois et la caravane passe, c'est-à-dire que le sens de l'histoire va reprendre. J'ai plusieurs grandes sociétés qui m'ont dit qu'ils pensaient déjà à l'après-CSRD et comment faire des formules de synthèse. Ils voulaient réfléchir à nouveau à un bilan complet de leur extra-financier parce que on va se remettre en marche, quoi. C'est une démarche de progression, de savoir nous tenir à notre place, tout simplement, et puis comprendre et enrichir nos liaisons avec d'autres formes de vivants et de ressources. C'est ça. C'est les comprendre, les identifier, et puis essayer de les enrichir. Et enrichir une relation, c'est souvent par le gagnant-gagnant, c'est-à-dire de respecter l'autre et de comprendre quelles sont ses attentes. Et donc, si on fait ça vis-à-vis de notre environnement naturel, eh bien, on peut espérer une sortie mutuellement bénéfique. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous donner un exemple d'action que tu as pu mettre en œuvre vis-à-vis du vivant, que tu as trouvé chouette, qui t'a enthousiasmé ? Oui, alors je vais faire une réponse personnelle peut-être. J'ai creusé une mare dans mon jardin en banlieue il y a 8 ans, je crois, et c'était absolument extraordinaire de faire ça. Et j'en ai d'ailleurs sorti toute une réflexion et on a fait une petite vidéo qui est sur notre site sur ce qu'on peut appeler l'holobionte. C'est-à-dire qu'en faisant cette mare, j'ai vu arriver des êtres vivants qui n'étaient pas dans mon jardin du tout, mais j'ai eu l'impression d'avoir préparé un excellent dîner, d'avoir mis le couvert et qu'il y a des gens qui venaient et qu'on avait un super dîner, que c'était une super fête, tu vois. Et donc il y a des libellules, il y a des amphibiens qui sont venus. À un moment, j'ai vu un héron, j'étais dans une visio très très sérieuse et tout à coup, je me lève et je dis mais excusez-moi, mais je vois un héron de ma fenêtre de mon bureau. Je voyais ce héron posé là. J'ai pas pu m'empêcher de faire une exclamation de surprise que cet oiseau visite ma mare. Alors en fait, il regardait s'il y avait des poissons et je pense s'il y en avait eu, ils auraient pas duré longtemps. Mais j'étais quand même très content de le voir, tu vois, ce héron. Donc oui, je crois qu'on peut créer des conditions pour que la vie se développe. On peut favoriser ces conditions et en tout cas on peut les détruire. Alors pour faire un lien avec le monde plus professionnel cette fois-ci, j'ai conseillé un grand fabricant de meubles et qui a des très grands parkings dans les banlieues parisiennes, dans les banlieues partout, en France et en Europe. Et il cherchait à recréer des zones de biodiversité plutôt que uniquement des panneaux solaires. Tu vois, dans les parkings, on est obligé par la loi de faire ça, mais il voulait aussi créer de la biodiversité. Et on s'est dit ensemble, et j'avais une intense satisfaction à ce qu'on se dise ça ensemble, qu'en fait, on rendait, donc il voulait créer des mares et que les familles qui sortent d'aller faire leurs courses le samedi, eh ben, ils passent voir la mare et ils regardent les petites libellules et tout au printemps. Là, en ce moment, c'est magnifique. Et donc, on s'est dit ensemble que finalement, on rendait cette mare parce qu'il y a 40 ans, eh bien, il y avait une mare. Et puis, il y a des bulldozers qui sont venus, pouf, qui l'ont mis. On a mis du béton partout. Et là, ce groupe-là est prêt à céder une quinzaine de places de parking
lignes, tant pis, il y en aura moins. Et à ce moment-là, de faire cette mare-là et de recréer un environnement naturel qui va finalement diversifier, enrichir l'expérience des gens qui viennent faire leurs courses ici. Donc c'est aussi bon pour les clients, si tu veux. Mais en tout premier, moi je pense aux grenouilles et aux têtards qui m'ont toujours fasciné depuis que je suis gamin. Et c'est quand même génial de leur donner un lieu où vivre, de leur rendre un lieu où vivre en l'occurrence. Comment ils vont comptabiliser ça? Eh bien, ça, tu peux essayer de placer des actifs que tu vas considérer comme des actifs naturels. Alors, il y a plusieurs méthodes de comptabilisation. Là, je pense qu'on va avoir du mal à rentrer dans chacune, hein. Mais je vais juste te donner une phrase qui est facile à appréhender. C'est une agricultrice qui était un débat à l'Assemblée nationale sur les comptabilités socio-environnementales. Et cette agricultrice, à la fin, elle a levé le doigt et elle a dit, écoutez, moi, dans mon bilan aujourd'hui, j'ai mon bâti et mes terrains et mes bêtes, pardon, les terrains sont pas au bilan, mais et mes bêtes. Et demain, je voudrais également avoir dans mon bilan, je voudrais avoir mes haies. Parce qu'on me dit qu'il faut en faire, que c'est de la valeur, que j'ai détruit la valeur en détruisant mes haies, j'ai des programmes de subvention quand je crée des haies. Donc quand je fais des haies, je fais des trucs qui sont bien. Eh ben je voudrais les avoir dans mon bilan et je voudrais avoir mes zones de biodiversité aussi où elle prend un morceau de champ et elle renonce à cultiver là-dessus et puis elle laisse la vie se développer là-dedans. Hein. C'est l'inverse du mouvement que je décrivais tout à l'heure avec John Locke où on poussait le sauvage, elle le laisse revenir si tu veux. Eh bien cette action-là, elle voulait que ça soit à son bilan. Et donc elle disait au lieu d'avoir un bilan de 1 million, j'ai un bilan de 1,5 million et après quand je vais voir un banquier, quand je parle de la valeur de ma société, eh bien on voit que j'ai fait plus de 100 000 l'année dernière sur des haies parce que j'ai planté des haies. Donc c'est de révéler finalement des efforts qu'elle fait. Donc là, j'espère dans cet exemple avoir montré qu'on peut espérer intégrer des choses qui ont de la valeur. Alors les haies, c'est affreusement compliqué. Il y a des haies et des haies selon les types de plantes qu'il y a dedans et voilà, et la biodiversité qui vient dedans. Mais globalement quand même, on peut essayer d'intégrer dans la valeur d'une entreprise telle que le bilan la reflète des actifs naturels qui n'ont pas de valeur pour l'actionnaire, mais qui ont de la valeur pour la nature. Voilà comment je réponds. Oui, plus ce sera fait, plus ce sera compris par des parties prenantes humaines autour de nous, j'imagine. Oui, tout à fait. Là, par exemple, la mare que j'ai créée dans mon jardin, je pense que si on vendait cette maison, ça vaudrait pas plus. Mais plus ça avance et plus les Français sont sensibles à la disparition des milieux humides, le sort des amphibiens, hein, et plus finalement on va tous être conscients de cette valeur-là. Je l'ai pas faite pour vendre ma maison plus cher cette mare, tu l'as compris. Mais ce que je veux te dire, c'est que la perception de cette valeur, et là on revient au début de la conversation, on s'est dit finalement la compta, elle décrète quelle valeur, par quelle convention on décide de faire figurer quelque chose au bilan. Eh bien cette valeur, elle rentre petit à petit dans les esprits. Et donc la compta qui doit compter ce qui compte, eh bien petit à petit, j'espère qu'elle va s'aligner sur ces nouvelles valeurs que prône par exemple le régénératif et pouvoir les intégrer petit à petit de la manière la plus consensuelle possible, parce que la compta est quelque chose de consensuel, de régi par la loi. Et quand Total publie ses chiffres, personne ne râle contre le chiffre d'affaires ou les stocks, il râle contre les dommages environnementaux. Mais les données comptables proprement dites, personne ne les conteste parce qu'elles sont auditées. Donc on peut espérer aller vers, là je suis dans plusieurs années, aller vers une fiabilité consensuelle et qui restaure un peu d'une paix sociale autour de ces questions de valorisation. I'd rather be a forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather sail away like a swan that's here and gone. A man gets tied up to the ground. He gives the world its saddest song, its saddest song. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would.
Cette démarche, tu la vois globalement à peu près identique partout en Europe ? Alors, je voyage assez peu sur cette question-là. Je connais des initiatives à plusieurs endroits. Je pense que la France a quand même, je veux pas faire mon chauvin cocorico, mais la France a une vraie culture comptable. On aime bien, il y a tout le monde n'aime pas, mais en France, il y a des gens qui sont absolument passionnés de comptabilité et un peu de la doctrine comptable, si tu veux. Et donc, on s'est amusé à reprendre des principes comme le principe de prudence et à les revisiter à l'aune d'une comptabilité socio-environnementale. Donc, je pense quand même qu'on a une diversité des méthodes aussi. Il y a 5 ou 6 méthodes. Hein. Je peux t'en citer 5 si tu veux. On va dire CARE, LIFT, Goodwill, comptabilité universelle. Tu vois, CEMAD, en voilà déjà 5. Eh bien, on a plusieurs méthodes qui ont des présupposés différents, hein, qui ont des niveaux d'ambition différents, des niveaux d'accessibilité différents. Il y en a qui sont très difficiles à obtenir, d'autres qui sont plus faciles, mais dont on peut peut-être questionner le niveau d'ambition. C'est vraiment des positionnements. Et le fait qu'il y ait cette diversité-là, et j'ai envie de dire un peu cette effervescence en France. Hein. En France, il y a beaucoup d'effervescence là-dessus. Et bien, pour moi, c'est un bon signe pour que la chose se diffuse. En Europe, il y a beaucoup de choses en Angleterre, hein, déjà depuis assez longtemps, mais aussi dans le nord de l'Europe, Pays-Bas, tu vois, il y a des réflexions autour de ça. Il y a des formats qui sont européens, comme le NCMA, qui commence à faire parler de lui en France maintenant. NCMA, Natural Capital Management Accounts. Tu peux aller googler ça si tu veux. C'est une méthode de comptabilité aussi qui peut venir se développer. Et donc, je voudrais pas dire qui est le champion en Europe, mais ce que je peux dire, c'est qu'on a un terreau commun en Europe qui est celui d'être nombreux sur un petit espace dont on prend soin. Depuis longtemps, on protège les réserves naturelles. On a su mettre les limites, les lois littorales, comme notre loi littorale en France, elle est magnifique. Alors tous les pays n'en ont pas. Hein. En Italie, il y en a pas. Hein. Mais en France, on dit le bord de la mer, c'est à tout le monde. C'est comme ça. Et donc si on a une propriété, on peut pas mettre des murs pour tout fermer. On doit laisser passer les gens, ce qui pose des problèmes de conflit d'ailleurs avec la biodiversité. Je suis du Morbihan et dans le golfe du Morbihan, on veut faire des sentiers côtiers, mais malheureusement, le maître de bande côtière, c'est là que nichent des oiseaux. Et donc on doit choisir entre ouvrir au tourisme et laisser les oiseaux nicher. Et c'est là qu'une comptabilité socio-environnementale serait un outil de décision, c'est-à-dire qu'on pourrait évaluer un peu des enjeux sociaux d'un côté, environnementaux de l'autre, pour les visualiser et faciliter la décision. Si vraiment ces oiseaux n'ont que cet endroit-là pour nicher, je pense que ça va peser, si tu veux. C'est pas et donc il y a aussi il y a des conflits entre ces différents capitaux dont je parle depuis tout à l'heure, et la capacité d'arbitrer entre eux me semble extrêmement importante. Il y a un certain nombre de personnes qui s'intéressent un petit peu de loin à l'évolution un peu des normes financières et comptables autour de la préservation du vivant. Alors on parle de SG, on parle de CSRD, on parle de double matérialité. Est-ce que tu as envie d'apporter un peu ton regard sur ces différents critères, normes, façons de regarder les choses ? Oui, je veux bien en parler un instant parce que c'est des normes, mais c'est fondamental. Hein, c'est la manière dont on regarde les choses. Donc c'est vraiment fondamental. La matérialité qu'on pourrait dire simple, mais que je vais appeler financière, c'est simplement de dire qu'est-ce qui va jouer sur la valeur de mon entreprise. Hein. Donc si je perds des clients, si j'ai un droit de douane parce que je fais des panneaux solaires qui ont plein de CO2, et donc quand je vais rentrer en Europe, je vais devoir payer la taxe aux frontières, par exemple. Donc s'il y a cette taxe aux frontières qui passe, moi je suis un fabricant chinois, je vais perdre de l'argent. Donc je dois le dire, ça c'est la matérialité financière. La matérialité d'impact, c'est ce que mes impacts qui vont pas forcément avoir de conséquences financières, mais qui sont quand même des impacts. Par exemple, je suis une centrale nucléaire et je réchauffe l'eau de la rivière. Bon, il n'y a pas un seul client qui va arrêter de prendre un EDF parce qu'il réchauffe. Pas beaucoup. Il n'y a pas d'investisseurs qui vont dire je baisse la valeur de EDF parce qu'il réchauffe l'eau des rivières. Aujourd'hui, c'est pas pris en compte dans la valeur financière. Mais c'est quand même un impact sur l'environnement. Les poissons, ils le sentent passer, les plus de degrés dans la rivière. Et la double matérialité, c'est matérialité d'impact plus matérialité financière, tu vois. Et ça, c'est l'Europe qui décide ça. Il y a pas mal de pays qui choisissent ça. C'est très important. Il faut pas non plus tomber dans des manichéismes de type c'est les Américains qui veulent la simple matérialité,
société, donc les Américains sont des coquins et les Européens sont des gentils. C'est pas aussi simple que ça. Et puis il y a la matérialité simple a un raisonnement qui est assez puissant aussi. C'est qu'elle veut faire apparaître des éléments extra-financiers dans des comptes et donc rediriger l'investissement. Et ce que dit le patron de l'ISSB qui s'appelle Emmanuel Faber, il dit qu'en prenant 1% de la capitalisation boursière mondiale et en la redirigeant vers des investissements vertueux, on pourrait financer la transition écologique. Donc c'est une logique qui se passe à l'intérieur des marchés financiers. Moi je veux pas dire qu'il y a un bon et un mauvais, mais c'est quand même c'est des postures derrière lesquelles se joue une géopolitique. En ce moment la Chine hésite, il y a des places boursières qui ont déjà choisi la matérialité, mais le gouvernement central n'a pas vraiment encore pris de position ferme là-dessus dans la doctrine comptable. Donc c'est des questions qui sont, je crois, très importantes et qui reviennent toujours à ce qu'on dit, c'est-à-dire est-ce qu'une entreprise n'est responsable que de faire plaisir à son actionnaire ou est-ce qu'elle est responsable de sa place dans la société et de sa place dans l'environnement naturel? Moi, je crois plutôt le second, si tu veux. Et l'arrivée de la CSRD? Alors l'arrivée de la CSRD, donc elle va demander à des entreprises de déclarer des choses sur des formats bien définis. La DPEF qui précédait la CSRD, c'était un peu le format freestyle, c'est-à-dire tu prenais Word, tu faisais File New et puis tu écrivais tout ce que tu avais à raconter sur moi je fais du textile et ben je fais bien attention à l'eau parce que l'eau je sais que c'est important donc j'essaie d'économiser l'eau. Point à la ligne. Je regarde aussi mes employés. Ça c'est freestyle. Et puis maintenant c'est la CSRD, c'est une grille d'indicateurs où tu vas faire ton analyse de matérialité, tu vas voir lesquels sont importants pour toi. Si tu es une société de conseil à Paris, tu abîmes assez peu les écosystèmes marins. Donc tous les indicateurs d'écosystèmes marins, tu vas les oublier. Tu vas retenir ceux qui sont importants pour toi et à ce moment-là, tu vas rendre des comptes. Et ben ce qui va être intéressant, c'est que c'est comme une grammaire. Si tu veux aujourd'hui, en termes d'extra-financiers, chacune des entreprises parle son patois et elle se comprend très bien elle-même, mais les parties prenantes, c'est pas sûr qu'elles comprennent. Alors qu'avec la CSRD, ça va être une langue intelligible et partagée. Et donc, si tu as 6 acteurs du textile, tu en as 5 qui disent l'eau c'est hyper important et voilà mes chiffres dans l'eau. Et puis un qui dit ouais moi je trouve que l'eau c'est pas important. Je fais du coton mais l'eau c'est pas important. Eh ben on va le voir, il va ressortir si tu veux. Donc il va y avoir petit à petit une pression de la société, des actionnaires, de tout le monde va dire mais pourquoi est-ce que vous seriez le seul à savoir faire du textile sans utiliser beaucoup d'eau? Expliquez-moi comment vous faites. Donc pour moi ça va être une base de comparabilité et ça va être une base d'engagement aussi, puisqu'il y a des plans d'action qui sont associés aux indicateurs. Et donc, elle a été réduite, comme tu le sais, il y a vraiment les grandes entreprises dans la première vague qui sont concernées. Elles ont déjà sorti pas mal de déclarations. Et puis, ça va se diffuser lentement dans l'Europe. Et puis, ça va même être extraterritorial, ce que je trouve une très bonne chose dans le monde dans lequel on est. Et donc, la CSRD, pour moi, va aider ceux qui auraient du mal, c'est la voiture balai encore une fois, va aider ceux qui auraient du mal à comprendre qu'ils ont une responsabilité et qu'ils ont des enjeux à montrer ce qu'ils font en extra-financier. Eh bien, elle va les aider à prendre conscience de ça et à se connaître elles-mêmes. C'est une manière de... J'ai fait pas mal de travaux autour de la CSRD. Tu aides les entreprises à comprendre leur business model, à comprendre leur chaîne de valeur, et c'est tout à fait intéressant. Je crois que le business model Canva a été adapté au régénératif et donc ça c'est une super idée pour que une entreprise découvre un peu ce qu'elle fait et ses impacts. Bon, ben voilà, c'est presque de la connaissance de soi pour les personnes morales des entreprises. Oui, c'est juste. Et c'est vrai que ceux qui le font, ils découvrent plein de choses dont ils n'avaient pas conscience avant. Voilà. Donc ça, je pense qu'on a toujours intérêt à mieux se connaître. Connais-toi toi-même, dit l'autre. Imagine à l'avenir comment les choses pourraient évoluer en mieux. Tu anticipes, tu projettes, tu espères. Eh bien, pour moi, je réponds dans mon domaine, mais l'exemplarité des pionniers de ces sujets marque les esprits. Il y a des boîtes vraiment, moi je suis impressionné par ce qu'ils font. Voilà, c'est pas la peine que je donne des noms ici au micro, mais il y a vraiment, je suis très impressionné et je suis heureux de témoigner de ce qu'ils font. Eh bien, si les pionniers font suffisamment basculer l'opinion publique, on va tomber sur une pression de type normative. Si tu te places chez
si tu remontes un peu au siècle 19e siècle, un peu bourgeois, où les gens s'achetaient des boîtes comme ça, tu vois, dans les salons parisiens, eh bien, il y avait sûrement des arnaqueurs là-dedans, il y avait des escrocs, des gens qui te vendaient un truc, et c'était Tintin au pays des soviets, t'étais venu, t'avais vu une fausse machine, et puis des faux gens, enfin des villageois qui venaient bosser. Eh bien, petit à petit, on a demandé à ce que les comptes soient audités par l'État. Et que c'est signé par l'État et c'est pas n'importe quoi la compta. Et donc ça s'est mis en place. Et après, quand tu rachetais une boîte, tu disais montrez-moi votre bilan. Et si je te disais qu'il y avait 10 machines, et tu étais plus rassuré là-dessus. Hein. Eh bien, mon espoir pour l'avenir, c'est que les pionniers arrivent à faire basculer une sorte d'opinion publique du tissu économique, qui arrive à faire pression sur l'État, qui lui-même a envie. Hein, l'autorité des normes comptables réfléchit à ces questions. Il y a vraiment beaucoup de réflexion, et que tout ça aboutisse à une réforme de la comptabilité qui demanderait à ce que soient prises en compte et analysées en termes d'évolution, en plus ou en moins, les capitaux naturels et les capitaux sociaux, avec des normes. Et c'est là que la diversité des méthodes est importante, parce que chacune va présenter sa manière de faire. Il faudra synthétiser, peut-être hybrider, je ne sais pas, mais à ce moment-là, trancher sur comment est-ce que je mets les haies de l'agricultrice dans son bilan. Et ça, si un jour, j'espère avant ma retraite, l'État édicte une norme comptable de ce type-là, je peux te dire que j'ouvre une bouteille de champagne. Je peux même te la passer. On va boire ensemble. On arrive à la fin de notre conversation. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec moi, avec nous. Tu nous rends la comptabilité passionnante. C'est franchement pas une mince affaire. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé que tu voudrais dire ? Je voudrais dire peut-être que on m'a demandé d'animer une table ronde autour de ces questions de comptabilité et de régénératif. Et je crois que c'est une connexion qui est vraiment intéressante et qui, pour moi, ouvre des perspectives de recherche un peu et de dialogue constructif. Et donc, j'espère que les différentes méthodes de comptabilité socio-environnementale, j'en amène 2 dans cette table ronde, 3 même, vont se mettre au travail pour justifier, enfin pour expliquer comment les activités régénératives seront prises en compte dans leur méthode. Hein. Il y en a où c'est pas facile, selon les différents présupposés. Donc voilà, je formule le vœu que la passerelle soit plus robuste entre le monde du régénératif et celui des comptabilités socio-environnementales. Et c'est d'ailleurs pour ça que avec Tech for Life, on a décidé d'être sponsor des Lauriers de la Régénération. Oui, ça va être un chouette moment encore. Un grand merci à toi. Oui, merci beaucoup Gaëlle. Si vous voulez en savoir davantage sur Florent Coureau, sur les Lauriers de la Régénération, sur ce bel événement qui aura lieu le 18 juin prochain, vous trouverez comme d'habitude les informations utiles dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt.